DevTools. Il y a des développeurs dans la salle? Ça n'existe pas, c'est un métier qui est mort maintenant, on sait bien, c'est la singularité, tout ça, ça se programme tout seul. Ok, alors je toutes mes excuses aux non-développeurs, parce que pour le coup, je vais plutôt parler mais vous aurez le droit de venir me taper après si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Mads, je suis chez Cozy depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Ah, pardon, excuse-moi. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Chut. Donc voilà, je suis développeur chez Cozy depuis un peu plus de 2 ans. Je fais partie de la team front, type maintenant chez Cozy, parce qu'on a beaucoup d'applications à faire pour que vous puissiez vous en servir. Je fais clairement du développement d'interface et depuis quelques temps maintenant, je travaille beaucoup sur des outils. Mais c'est plutôt fun, en tout cas, moi j'aime bien. C'est assez rigolo et c'est un peu le sujet de cette petite présentation que je vais tâcher de faire court. Alors, petit rappel. Le tooling en JavaScript, puisque principalement ce qu'on fait chez Cozy c'est du JavaScript, ça reste quelque chose de relativement compliqué. On est loin d'être tous d'accord sur la façon de mettre en œuvre, que ce soit parfois en interne, souvent entre les différents frameworks, les différents outils, les différentes librairies, bibliothèques utilisables, etc. Et alors quand il s'agit en plus de packager tout ça, ça devient un enfer encore plus conséquent. JavaScript, c'est fatigant. Et comme j'ai que normalement à peu près 15 minutes, je vais essayer de faire relativement condensé. Donc je vais surtout vous parler des apps côté front dans Cozy. Donc je ne vais pas du tout parler du tooling côté back-end, stack, etc. Vraiment se concentrer sur le front. Ça ne sera vraiment pas un tour exhaustif. Je vais aller vraiment à l'essentiel sur les points principaux, mais si vous voulez venir discuter après, c'est avec grand plaisir. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qu'on fait là maintenant chez Cozy, avec l'arrivée de la V3 et la refonte qu'on a entamée, qui est aussi une refonte qui concerne quand même beaucoup les applications, on essaie de mettre en place des choses de façon itérative. Donc release early, release often, donc sortir mieux c'est pas mal, ça me permet de vous donner un instant T aujourd'hui, là où on en est, et d'essayer de vous expliquer vers là où on veut aller. Donc voilà, l'objectif initial, c'était de se dire, on a des applis à refaire, on a des outils, il va falloir qu'on s'équipe pour que nous, on puisse faire les choses rapidement, déjà, qu'on puisse facilement mettre de nouvelles applications sur les rails, parce qu'on en a beaucoup à venir. Là, avec la version alpha, puis bêta qui arrive, on a une nouvelle version de files, de photos, de settings, mais derrière, il arrivera encore le contact, l'agenda, etc., ce que c'est Joseph tout à l'heure, donc il faut qu'on puisse facilement lancer des applications. Et puis facilement vous permettre à vous, développeurs de la communauté, de pouvoir en faire aussi. Donc il fallait qu'on puisse choisir une bonne boîte à outils sur laquelle s'appuyer, c'était vraiment notre premier objectif là sur cette première partie. Petit point picto, je vais en utiliser 2 principalement. La petite requête, c'est ce qui est à venir. On travaille dessus, ou c'est vraiment dans les tuyaux. Ce qui est plus le biohazard, c'est ce qui est dans les cartons à explorer. On se dit que c'est peut-être une piste, mais je le mentionne parce que c'est... Alors, concevoir de l'applicatif web. Pourquoi je parle d'applicatif web? Parce que si vous faites du web depuis longtemps, comme c'est mon cas, on est passé du site web et de la consultation à de la web app. C'était un truc un peu plus enrichi, on fait tourner un truc. Et là, on en est à un point où on fait vraiment de l'applicatif web, quoi. C'est-à-dire que le navigateur, c'est une virtuelle qui propulse du code. Et c'est vraiment devenu ça, quoi. Donc, on a les mêmes problématiques qu'un développeur d'une appli lourde, de la gestion de mémoire, de l'optimisation de la performance, etc. On en est vraiment à faire ça, vraiment de l'appli web. En tout cas, on avait un premier enjeu, c'était un enjeu de code base mutualisé, c'est-à-dire que des applis qui tournent dans le navigateur, donc des applis web, il fallait assez facilement de pouvoir réutiliser ça et pas réinventer toute la roue sur notamment les applis mobiles. Et ça a été un des gros enjeux qu'on a fait avec la team mobile de Cozy. C'était de se dire, notamment sur l'appli Files, on part du même code et
on rajoute les différents éléments dont on a besoin spécifiquement pour le mobile, mais on ne touche pas à cette base de code. Et on a une vraie base commune qui est mutualisée. Donc il faut être capable de l'utiliser dans des environnements différents, qui sont très hétérogènes, puisque d'un seul coup, on construit plus que dans le navigateur, mais on construit pour des navigateurs. Et en plus, on construit pour des devices mobiles, avec des formats d'écran différents, avec des OS différents. Et puis peut-être à venir, un jour, des applis en desktop embarqués dans des électrons, des choses comme ça. Donc c'est encore de la complexité à gérer, des environnements à adresser. C'est pas forcément trivial, quoi. Pour se simplifier la vie, on a développé des librairies, des bibliothèques en interne qu'on évoque depuis tout à l'heure. Cozy Client.js, je vous ai pas mal parlé, qui est effectivement l'interface, le canal principal vers l'API qui est offerte par la stack. Ça vous permet, en tant que développeur, de facilement accéder aux différents documents, aux différentes fonctionnalités exposées par l'API de la stack. Tout ça est hébergé dans un namespace principal, cozy.quelque chose, donc cozy.client, et puis on exposera aussi .files, .photo, .contact, etc. Donc ça vous permet d'accéder facilement aux infos et de demander des éléments et de récupérer des éléments et d'interagir avec. Ça, c'est la première. La Cozy Bar, alors la Cozy Bar, c'est fais ça, normalement, les épileptiques de la salle sont en train de me le dire. Hop là. Donc, je ne zoomerai pas. La Cozy Bar, alors, dans une toute petite fenêtre d'application comme ça, la Cozy Bar, c'est l'élément que vous voyez là tout en haut. Donc, c'est la barre qui est injectée en haut de votre application. Vous, en tant que développeur, vous n'avez pas du tout à vous en préoccuper. Vous avez juste à l'injecter. C'est une ligne de code et boum, elle tombe dans votre application. Elle se met en forme toute seule. Elle s'occupe de remettre en forme votre application toute seule aussi pour que ça ne casse pas votre mise en page dans la mesure du possible. Et elle intègre plusieurs choses. Elle intègre la navigation entre les différentes applications au sein de votre Cozy, ce qui vous permet de changer d'application, ce qui est plutôt pratique quand on a un Cozy de pouvoir utiliser plusieurs applications quand même. Elle vous donne accès à tous les menus de settings et les infos, le stockage actuellement en cours, etc. Elle embarque aussi le même dispositif mais en vue mobile avec un panneau latéral qui se déplie, un petit burger menu, etc. que nous connaissons tous maintenant magiquement. Donc tout ça pareil, c'est une petite bibliothèque qui est embarquée. Aujourd'hui, elle ne fait que ça. Demain, elle sera capable de s'occuper aussi de tout ce qui est système d'intents. Donc c'est tout ce qui est la communication entre les applications. Je suis l'application de contact, je veux aller récupérer une photo pour associer un contact. Moi, en tant qu'application contact, je n'ai pas le droit d'accéder aux photos, mais je peux demander à l'application photo de me transmettre une photo. Tout ça, c'est pareil, ça passe par la Cozy Bar, c'est elle qui fait le passe-plat. Donc, le mot, c'est la barre, mais c'est aussi le bar. Hop là, non, mais vous pouvez applaudir. La troisième qu'on développe ardemment, c'est Cozy UI. Cozy UI, si ma mémoire est bonne, j'ai fait un meet-up ici, il y a quelques longs mois, et j'en avais déjà parlé, je suis content de le voir arriver à peu près à maturité. C'est une bibliothèque qui comporte un ensemble de styles partagés et un ensemble de composants partagés que vous pouvez facilement utiliser quand vous développez une application pour appliquer des styles et un look and feel Cozy. Et voire même utiliser des composants déjà préfaits que nous, on utilise déjà nous-mêmes dans les applications qu'on développe. Ce qui permet d'aller plus vite, ce qui permet d'utiliser du code robuste, testé, fiable. Hop là. Alors, ça m'amène à vous parler des choix techniques front. Actuellement, chez Cozy, le choix qu'on a fait pour nos applications front et embarquées, donc applications mobiles, packagées, etc., c'est du Preact, qui est une librairie qui s'inspire de React, mais qui est plus performante, plus efficace, un peu allégée sur certains points, tout ça. On l'utilise en couche de compatibilité avec React pour être vraiment 100% compatible avec les logiques de React. On a couplé à ça Jest, qui est un moteur de test aussi. Toujours Stylus qui nous sert à tout ce qui est style et génération de CSS. La localisation se fait toujours dans le dictionnaire JSON, on n'a pas changé ça. Et puis après, on a toujours tout ce qui est bonne pratique web, donc beaucoup de SVG, à venir, des web workers, de l'offline, tout ça. Ça fait une pile technique qui est quand même relativement compliquée.
Ce qui est intéressant si vous développez des applications, c'est qu'on ne va pas vous contraindre à ça. On ne va pas vous dire si vous voulez faire une application pour Cozy, il faut que vous vous mettiez à React, spécifiquement avec Preact, il faut aussi du stylus, il faut que voilà. Vous êtes libre d'utiliser cette stack-là si vous le voulez, c'est celle qu'on utilise, donc c'est celle qu'on maîtrise le mieux, nous. Mais après, si vous voulez n'en utiliser que des bouts, vous pouvez très bien le faire. On cherche vraiment à ce que ça reste extrêmement modulaire pour que vous puissiez aussi le faire à votre sauce et que vous ne soyez pas perdu par rapport à vos propres habitudes. Donc distribuer pour le web, en gros, faire du web aujourd'hui, ou plutôt faire de l'applicatif web, bah, ça passe par 3 étapes. Ça passe par une étape de build, qui va consister à prendre vos sources et à probablement les transcrire dans un truc qui sera interprétable par le navigateur. Ça va passer par une seconde phase de bundle, qui est la phase où on assemble les différents éléments entre eux, les ressources de style, de JS, etc. Et puis on package tout ça pour que ça ne soit pas trop lourd non plus à cracher dans le navigateur de nos clients. Et puis éventuellement une phase de packaging, donc ça c'est quand on adresse du device en plus, où là on fait un packaging pour du desktop, donc pour du mobile, etc. Donc c'est des étapes sur lesquelles il a fallu aussi s'outiller pour pas se planter. Je rappelle que l'idée c'est de parler d'outillage. Le jardinier. Donc l'idée, partager un socle commun, on se retrouve avec nos configurations, nos différentes applications. Aujourd'hui on en a 3 sur la stack Cozy V3. Il faut pouvoir fournir un maximum de choses en commun pour ne pas se mélanger. Donc côté build, ce qu'on utilise c'est Webpack. Si vous faites un peu de packaging web, vous l'avez normalement déjà vu passer. C'est un des plus tendances à l'heure actuelle. Son avantage, c'est qu'il mange à peu près tout. Aussi bien du JS que des fichiers de style, que des assets d'images, des choses comme ça. Et puis, il est capable de navigateur. L'idée, c'était qu'il fallait quand même avoir quelque chose qui soit utilisable facilement. Donc, on a commencé à découper la config de Webpack plutôt que d'avoir un gros fichier de configuration, parce que Webpack est assez verbeux, donc ça fait comme tout de suite des gros fichiers de config. On a découpé ça dans plein de petits fichiers. Et en gros, on a désigné ça en 2 parties. Une partie de configuration réellement, qui est déjà très modulaire. Donc, dès qu'on a besoin de rajouter une petite fonctionnalité, on fait un petit fichier de config supplémentaire. C'est-à-dire typiquement, la config de base, elle ne fait pas grand-chose à part manger du JS, du CSS et quelques images. Et on a un fichier de config qui est spécifique pour Preact et qui rajoute les assets de Preact. C'est-à-dire que si demain vous voulez faire une appli Cozy mais sans Preact, vous pouvez très bien utiliser notre config Webpack. Vous supprimez juste l'utilisation de ce fichier de config là et vous avez une config Webpack qui marche sans Preact. Ça sera tout aussi utilisable. Ça, c'est la première partie. Et puis après, on a défini des targets. Puisqu'on adresse plusieurs environnements, web, mobile, etc., on a des petites spécificités à gérer. Et donc, dans ces cas-là, on a des cibles différentes. Donc, je peux faire un build ciblé navigateur ou ciblé mobile. Bientôt ciblé desktop. C'est magique. Ce qu'on fait, c'est qu'on exporte aussi des variables, pareil, dans la config, ça nous permet de centraliser tout ça et c'est réexploité après dans les différents fichiers. Et puis on fait du flip, du renversement, sur les variables d'environnement. En gros, ça permet d'utiliser une variable d'environnement dans l'environnement d'exécution, typiquement votre shell. Donc on utilise la variable d'environnement Node-env, qui est la plus traditionnelle, et nous on a fait un découpage en target et 2 points le mode. Donc en gros, on est capable de dire, je veux faire par exemple un build pour les navigateurs en mode production. Voilà. Browser, production, build, et hop, ça part tout seul. Donc à partir de là, Webpack, dans la config, est capable de dire, d'accord, donc je vais activer le mode prod et pas le mode dev, puis je vais activer la cible browser et pas la cible mobile. Et puis voilà. Donc ça, c'est fait automatiquement maintenant avec la config telle qu'elle est découpée. Ça nous simplifie la vie. On gère les dépendances avec Yarn, qui est un outil qui s'appuie sur le registre NPM, mais qui est plus rapide que NPM, qui est un peu plus fiable, qui a l'avantage de versionner au commit près, donc ça évite les conflits sur certaines versions entre postes. On était parfois un peu embêtés. On a des choses qui sont un peu plus simples à cadrer maintenant. Ça utilise une arborescence à plat, comme le fait NPM 3. Ce qui est plutôt pratique, c'est évite de gorger votre disque dur avec tout l'internet JavaScript existant. Plutôt fiable aussi. En tout cas, ça soulage les disques durs. On fait de la transpilation, Babel. L'idée étant de dire qu'on n'avait pas forcément envie de faire du Vanilla JS
était peut-être temps de passer sur un mode de JavaScript un peu plus évolué. Donc on fait au minimum de l'ES6, mais qui n'est encore pas tout à fait implémenté dans tous les navigateurs, donc il faut s'assurer que ça fonctionne partout, en tout cas dans tous les navigateurs qu'on décide de cibler. Et pour ça, l'outil le plus standard aujourd'hui, c'est Babel. Donc en gros, il prend notre code et puis il l'analyse, il le transpile, il le reconvertit vers un JavaScript qui est compatible pour tout ce qu'on cherche à adresser comme cible navigateur. Et ça marche tout seul, ça fait du polyfill automatique sur les fonctionnalités qui nous manquent. C'est un tout petit peu compliqué à optimiser en build parce que ça crache beaucoup de choses aussi dans le build final. Donc là, on travaille optimiser un peu ça, retirer les bouts qui ne sont pas nécessaires et qui l'injectent quand même. On utilise un système de preset et nous on utilise une version qui est un peu spécifique, qui est la plus recommandée maintenant, cela dit, qui permet de spécifier expressément ce qu'on cherche à faire. Donc en gros, on voit que c'est pas très compliqué. On a décidé de supporter une version de Chrome un peu spécifique, qui est la version 42. Il y a des raisons historiques pour ça. Je ne rentrerai pas dans les détails. Les vrais savent. Et après, on décide de supporter les 2 dernières versions des navigateurs existants, ce qui est déjà pas mal par rapport à notre cible d'utilisateur. En gros, le jour où on commencera à nous demander de supporter IE6, je pense qu'on aura une équipe suffisamment conséquente dédiée au support IE6 et IE6 sera déjà mort depuis longtemps. Ouais. On sera tous en train de boire des mojitos à la Havane. Hop là. Côté CSS, on fait un peu de post-CSS, qui est un outil tout comme Babel, de faire de l'auto-préfixing sur des fonctionnalités, des features CSS qui ne sont pas implémentées partout, pas correctement. Ça permet de faire de l'optimisation, de la minification. Ça nous permet surtout de distribuer cette config-là au travers, encore une fois, des différents projets sans trop s'embêter. C'est extensible. Donc dès qu'on a besoin de rajouter une fonctionnalité, c'est facile et ça tombe dans tous les dépôts. C'est un bon outil dès qu'on fait de l'intégration un peu poussée et on en fait de plus en plus, notamment avec Cozy UI, puisqu'on partage cette librairie, encore une fois, entre tous les projets. Donc tout ça c'est bien, ça fait plein d'outils. Alors plein d'outils c'est pratique, mais plein d'outils il faut pouvoir les maintenir, il faut pouvoir les faire évoluer, c'est compliqué. Donc on a repris l'existant, à savoir ce qu'on avait conçu il y a longtemps qui s'appelait le Cozy Template. Donc dans Cozy Template, qu'est-ce qu'il y a? C'est un dépôt aujourd'hui sur GitHub. Ça vous permet d'avoir les configs de base, donc Webpack, Yarn, Babel, PostCSS, etc. Les frameworks qu'on utilise, Preact, Jest, Polyglot, à la localisation, des documentations de README, de contributing, etc. Et une coquille vide d'application qui vous fait juste un Hello World. Et au moins, vous prenez le dépôt Cozy Template, vous le clonez dans un coin, vous l'ouvrez, vous avez déjà une application sur laquelle vous pouvez commencer à coder, vous n'avez pas à vous soucier du tooling, tout ça est déjà fait, préparé. À partir du moment où vous voulez bosser sur une appli qui comporte la même stack que celle qu'on utilise nous en interne, et ben ça ne va pas plus loin qu'un git clone. C'est la magie. Alors, côté local pour le développeur, à quoi ça correspond? Ça veut dire qu'on a des scripts Yarn ou NPM qu'on utilise pour gérer les tâches dites de haut niveau, c'est-à-dire pour gérer le build, le watch de développeur, etc. Tout ce que ça fait, c'est de l'exécution shell, donc on fait plus de script shell à côté, dans des dossiers script, on loge vraiment tout dans les scripts NPM. On essaie de faire vraiment un découpage en microscripts, quitte à appeler récursivement, en gros on essaie de faire du fonctionnel dans nos scripts. Donc pratique. Ça permet d'encapsuler l'environnement Node.js, donc c'est évite d'avoir des installs en Node global, ça installe tout au niveau du système, tout est vraiment logé dans le dossier de l'application, on essaie de ne pas en sortir. Ça évite de pourrir aussi le système. Enfin, je suis un peu maniaque sur mes systèmes, j'aime bien quand ça reste. En gros, les tâches haut niveau les plus communes exposées par les scripts NPM et qui sont utilisées par Yarn ou NPM, si vous préférez utiliser NPM, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. C'est les tâches de build, donc un Yarn build ou un NPM run build, et ben, ça build votre application. Si vous voulez cibler un build particulier comme un build mobile, vous faites un build 2. Votre cible, donc build 2.mobile, ça build mobile, build 2.browser, ça build pour le navigateur, build tout court, c'est un alias du build browser. Vous avez un mode watch qui vous permet de lancer le système de build, mais avec une observation en temps réel de votre système de fichiers. Donc comme ça, vous codez, dès que vous faites une modification, hop, c'est régénéré, ça régénère votre code, ça relance votre navigateur, ça c'est magique. Il y a une variante qui est le mode standalone, où ça permet de lancer votre appli sans avoir besoin d'avoir la stack derrière. C'est pratique quand vous voulez faire que de l'intégration. En revanche, dès qu'il y a des échanges avec la stack, mais c'est pratique quand on veut un truc rapide à faire, au moins pour prototyper des choses, ça va vite. Et puis le Yarn test qui vous permet de lancer les tests. Évidemment. Je dis évidemment parce qu'on fait tous du test.
Cas particulier sur le watch, les versions qui sont buildées dans le watch sont non minifiées, c'est-à-dire que quand je fais un yarn build par exemple, il va construire plein de versions. Il va construire une version non minifiée, une version minifiée, éventuellement une version séparée, JS et CSS de l'autre côté, etc. Dans le cas du watch, c'est pas le cas, c'est vraiment un mode très simple, on crache une librairie non minifiée puisqu'on est en mode de développement, donc on n'a pas besoin. Ça construit sur le file system, donc ça régénère vos fichiers dans le système de fichiers local de façon à ce que ça soit consommé par votre stack et servi par votre stack, sauf dans le cas du mode standalone, on build en RAM comme on n'a pas la stack, c'est plutôt pratique. Ça va plus vite, etc. On continue d'utiliser des outils externes, puisque c'est bien local, mais après il faut diffuser tout ça. Nos dépôts sont toujours sur GitHub. Il y a un projet qu'on a évoqué d'éventuellement migrer ça sur du GitLab, peut-être du Framageddon. Voilà, on est en cours de réflexion dessus. Il y avait une première expérimentation, je crois, mais je ne sais pas si on l'a menée. Je vois que Bruno a le même doute que moi. Donc, bref, on y réfléchit encore, parce qu'on se dit que, quitte à décentraliser, on peut aussi décentraliser les endroits où on met nos dépôts. En tout cas, pour le moment, c'est toujours sur GitHub. On continue d'utiliser Transifex pour tout ce qui est traduction. Si vous voulez contribuer et que vous n'êtes pas développeur, mais que vous pouvez au moins faire ou de la traduction ou de la relecture de traduction, parfois pratique, ce qui est même très pratique. Personnellement, je ne sais pas relire le polonais, par exemple. Donc, s'il y en a qui savent lire du polonais, pratique. On passe toujours par Transifex, c'est peut-être pas la meilleure plateforme, mais au moins elle fait à peu près son travail. C'est toujours Polyglot, qui est la librairie qui nous permet de consommer les dictionnaires JSON qui sont créés par Transifex. On va injecter ça dans nos différentes applications. On gère tout ce qui est format de localisation, notamment des dates, avec une librairie qui s'appelle DateFNS, qui est bien pratique, qui est assez légère et très modulaire. En termes d'intégration continue, on utilise toujours Travis. On est en train de réfléchir à la mise en place de BrowserStack, car BrowserStack, c'est un outil qui permet d'exécuter votre code sur une ferme de devices. Donc ça vous permet d'exécuter dans plein de versions de navigateurs différents, de plein d'OS différents, de devices mobiles différents, etc. On est en train de brancher ça tout doucement, au moins pour avoir du test d'intégration graphique, notamment parce qu'en ayant une librairie de composants partagés, comme Cozy UI, si je fais une modification dedans, je peux potentiellement casser des choses dans toutes les applications qui l'utilisent et pouvoir le contrôler. C'est un peu l'enjeu avec BrowserStack, et puis après on pourra même aller plus loin. On est en train de mettre en place Greenkeeper aussi partout, qui sont utilisés partout, Cozy UI, etc. Il faut pouvoir les mettre à jour dans tous les dépôts facilement. Greenkeeper est un outil qui nous permet d'automatiser ça. Alors, McFly, ça c'était l'état à un instant T. Donc aujourd'hui, on en est là. Demain, parce que c'est bien beau, mais c'est encore un peu rugueux, c'est pas, voilà, on peut faire plus souple. Voilà vers quoi on aimerait tendre. L'objectif, c'est d'abaisser au maximum la marge d'entrée pour les développeurs. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué à mettre en place, à configurer un tooling. Il faut que ça puisse aller vite. Donc l'idée, c'est d'abaisser la marge d'entrée, de faire en sorte d'améliorer la maintenance et l'évolution de tout ça, parce que c'est bien beau d'avoir tous ces outils qui sont configurés aux petits oignons, mais alors dès que je fais une modif dans la config, il faut la dispatcher un peu partout sur tous les projets qui l'utilisent, c'est assez complexe. Pour le moment, c'est pas simple en tout cas. L'idée, c'est aussi de faciliter les contributions. Pour tous les gens qui voudraient améliorer ces outils-là, c'est pareil. Et puis s'ouvrir aux différentes communautés. Nous, on a fait le choix de supporter Preact dans nos applis et de l'utiliser, mais si vous êtes plus à l'aise avec une autre librairie front, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas utiliser notre toolkit aussi si vous en avez besoin. Donc si on peut modulariser suffisamment et faire en sorte que ce soit simple, communauté des différents frameworks, de contribuer aussi aux outils de Cozy, c'est super, c'est un peu l'enjeu. Dans ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est notamment le HMR, le Hot Module Reload. Ça marche en mode standalone, ça ne marche pas dans la stack. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'outil qui vous permet au moment où vous lancez votre batch, ça surveille donc votre code, vous enregistrez, il a détecté que vous aviez enregistré votre code source une nouvelle version, il régénère votre nouvelle version finale. Et normalement, le HMR, c'est ce qui se met là, à ce temps-là, entre ça et votre navigateur. Ça demande à votre navigateur de se rafraîchir ou de réinjecter les données que vous venez de modifier. Comme ça, vous n'avez même plus à faire un rafraîchissement dans votre navigateur, ça se met à jour tout seul en temps réel dès que vous codez. C'est très pratique. Oui, on voit que je travaille sur plusieurs écrans, parce que je fais comme ça quand je code. Pour le moment, ça marche en standalone, ça ne marche pas dans la stack. Il y a des choses à intégrer dans la stack pour que ça fonctionne. En mode dev, pas en mode de production, évidemment.
Ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on rebranche le plus vite possible, parce que même pour nous, ça va nous éviter des... le canal carpien. Ça sera plutôt pratique. La gestion des source maps, quand on compile du code et qu'on transpile du code, et ben, ce qui est exécuté dans le navigateur, c'est pas ce que j'ai écrit, c'est un truc qui sera passé par une phase, peut-être deux, peut-être trois phases dans différents outils d'optimisation. Il faut quand même que dans mon petit développeur, dans mon navigateur, je puisse savoir à un moment quand ça plante, parce que souvent ça plante, pourquoi et à quelle ligne de code ça a coincé. Undefined is not a function, à un moment, ça me parle pas toujours, quoi. Donc j'aime bien les gens qui sont capables d'écrire du code sans que ça plante jamais, moi je suis pas capable. Donc il faut pouvoir savoir dans le code que j'ai écrit à quel endroit ça a couiné. La source map, ça sert à ça, ça sert à faire un mapping, en gros, entre le code initial et puis au fur et à mesure que c'est passé dans les outils, ce qui est exécuté dans le navigateur. Où est-ce que ça fonctionne. Normalement, Webpack est censé bien le faire. Vu la stack d'outils un peu complexe qu'on utilise, c'est pas toujours le cas. On a quelques petits soucis là-dessus, notamment avec les CSS modules. Donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on améliore de façon à ce qu'on ait des sources maps fiables dans notre navigateur. Pour nous et pour vous, ça sera beaucoup plus simple. Un petit temps de rebuild amélioré aussi, parce que du coup, ça fait des bases de code de plus en plus longues. Passage à Webpack 2, ça serait bien, parce que pour le moment, on est en Webpack 1, parce que quand on a commencé à le mettre en place, la 2 n'était pas encore sortie. Et je refuse catégoriquement de mettre en place des outils qui ne sont pas stabilisés. Je ne le ferai plus, je l'ai fait, je ne le ferai plus. Sauf que maintenant, la version 1 est déprécated, la 2 est maintenant disponible en stable, donc il serait temps qu'on y passe. On fait quelques expérimentations en cours là, sur la Cozy Bar, j'ai commencé à une migration, on va voir. Dans les cartons, il y a une réflexion sur Rollup, qui est un autre outil de packing en remplacement de Webpack. Est-ce que ça sera plus fiable, moins fiable? Il faut qu'on fasse des essais, voir si ça nous permet d'optimiser notamment la taille de nos builds finales. Tentative peut-être quand j'ai du temps. Un générateur de template, alors ça correspond à la fameuse diffusion des configs. Maintenant que j'ai ma config dans Cozy Template, il faut que je la diffuse. Et notamment, quand je la mets à jour, il faut que je puisse la mettre à jour dans toutes les apps. Et pour le moment, on a 3 apps, quand on aura 20. On ne va pas passer sur les 20 pour mettre à jour un fichier ou une ligne dans un fichier. Il faut pouvoir générer ça facilement. Donc voilà, l'idée c'est de travailler à une version peut-être plus modulaire de nos configs, distribuée de façon peut-être un peu plus fiable avec des outils de scaffolding qui permettent facilement de dire tiens, mets-moi à jour, comme on avait Cozy Dev sur la V2 de Cozy, s'il y en a qui l'ont utilisé, d'avoir un outil peut-être à peu près équivalent qui nous permettrait de faire la même chose. En disant Cozy Dev, update configs, et hop, il va chercher les différentes configs, il pose 2-3 questions. Ça règle l'ensemble à la main. Ça sera top quand on en arrivera là. Mais tout comme je vous ai parlé de Cozy 8 il y a un an, voilà, je teasing sur ce qui pourra arriver, ce qui serait bon. Peut-être du support d'autres frameworks avec les soutiens de la communauté, c'est une certitude. Nous, on ne fera pas un support exhaustif. Mais si on peut aider les communautés à le mettre en place, on sera toujours avec plaisir, évidemment. Travailler aux documentations aussi. On est en train de mettre en place du KSS. Ça, c'est côté Cozy UI. C'est un style guide en fait, de tout ce qu'on utilise, parce que c'est bien beau d'avoir une librairie de plein de composants, mais il faut savoir l'utiliser. Et si vous ne voulez pas vous retrouver comme une poutre devant un couteau quand vous arrivez dans le code, c'est bien d'avoir une documentation un peu exhaustive dessus. C'est l'enjeu de KSS là-dessus. Probablement une app de démo aussi des différents composants Preact qu'on a pu développer pour que vous puissiez facilement les tester, voir comment ils s'implémentent, voir comment ils s'utilisent. On a réfléchi un peu à un storybook, peut-être. À voir, je ne sais pas. Pareil, c'est dans les réflexions en cours, mais voilà, en tout cas, avoir des documentations suffisamment exhaustives, à la fois en termes d'utilisation, avec des API complètes, des différentes méthodes, des différents composants, et avec des cookbooks qui vous permettent de facilement avoir un guide du type tiens, je veux faire ça, comment je fais? Et vous avez une réponse rapide et efficace en moins de 30 minutes livrée à domicile. Donc voilà, ça c'est bien, c'est des beaux outils, c'est chouette, nous on les utilise en interne, et ça c'est déjà un beau succès. Maintenant, on a aussi besoin de vous, on a besoin de vos retours sur ces outils, que vous les utilisiez, que vous nous aidiez à contribuer à les améliorer, à les rendre plus fiables. Donc je vous renvoie vers le dépôt de Cozy Template dans GitHub. Faut pas hésiter, ouvrez des issues, regardez comment ça marche, posez des questions. Encore une fois, même le simple fait de juste poser des questions sur comment ça marche, nous, ça nous aide à comprendre où ça coince et à améliorer les choses. C'est assez indispensable. Si vous avez des questions, je suis là après et vous n'hésitez pas.